Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 8 juin 2024 et nous voulons être fidèles à notre rendez-vous comme d'habitude. Notre principe, il est clair. Nous voulons suivre l'actualité. Je dois dire qu'elle est suffisamment abondante. Mais au Congo, elle est particulièrement marquée par ce débat sur la cession ou la vente des terres au Rwanda. Mais je dis en ce qui me concerne et pour toutes les émissions que nous avons faites, nous avons dit que nous militions pour l'annulation totale, pure et simple des accords avec le Rwanda. Et nous crions haut et fort non à la vente ou à la cession de nos terres au Rwanda. Mais aujourd'hui, nous sommes le 8 juin. Et nous rappelons quand même une date qui a marqué l'histoire de notre pays, même si c'est une histoire sombre. C'est cette date du 5 juin. On se souviendra que le 5 juin 1997, il a essayé de déclencher une guerre qui a causé beaucoup de dégâts, beaucoup de morts. Et le Congo en est sorti vraiment terriblement traumatisé. Les Congolais en gardent de très, très mauvais souvenirs. C'est pour ça que d'entrée de jeu, je voudrais avoir une pensée noble, pieuse pour nos victimes, pour tout ce qui s'est passé. Et je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir et peut-être d'avoir suffisamment de courage pour que nous demandions pardon si nous sentons que les actes que nous avions posés pour y arriver auraient pu être évités. Mais enfin, il y a une autre date qui est importante également pour le Congo, c'est le 10 juin. C'est la fin de la conférence nationale avec cette cérémonie historique de lavement des mains, mais qui a permis également de découvrir qu'au-delà des paroles dites à la conférence nationale, plus jamais ça, que notre vie se caractérise par un paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait. Et c'est véritablement dommage. J'ose espérer que le 10 juin prochain, nous aurons l'occasion d'y méditer pour qu'on essaie vraiment d'aller vers la voie de l'amour, vers la réconciliation, parce qu'il y a trop de problèmes dans le pays. Maintenant, nous n'allons pas toujours focaliser notre attention sur ces affaires de terre. Ces derniers temps, nous avons constaté depuis quelque temps qu'il y a une projection sur l'élection de 2026. Il est 11 heures. Et nous avons pensé qu'il était intéressant d'avancer, d'essayer d'évoquer un certain nombre de problèmes relatifs justement à ce qu'on pourrait appeler la gouvernance électorale, sinon relatifs aux élections. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un thème très précis que nous avons intitulé l'alternance démocratique en question au niveau du Congo. En ce qui me concerne, je peux dire que l'alternance démocratique est très, très importante dans une démocratie. Et dans certains cas, sinon dans l'essentiel des cas, elle se caractérise par la limitation des mandats. C'est ainsi, par exemple, aux États-Unis, vous avez un mandat de 4 ans et on peut être réélu une fois. Et quel qu'en soit le bilan, au bout de 8 ans, vous quittez le pouvoir. Et je crois que c'est un des aspects qui devrait attirer notre attention en ce qui concerne le Congo. Maintenant, en ce qui concerne notre pays, nous devons dire que lorsqu'on est sorti de la conférence nationale, nous avons adopté une constitution, la constitution du 15 mars 1992, qui avait respecté ces principes avec un mandat de 5 ans, une fois rééligible. Et malheureusement, cette constitution, on n'a pas pu l'appliquer jusqu'au bout parce qu'il y a eu la guerre dite du 5 juin. Et nous sommes allés au mois d'octobre 1997 à un acte fondamental. Et après l'acte fondamental, nous sommes allés à la constitution du 20 janvier 2002. Et c'est très important. Mais à partir de la constitution du 20 janvier 2002, au-delà de tout ce qui peut être dit sur cette constitution, nous avons vécu en 2015 ce que nous avons appelé le changement de constitution. Et moi, je suis de ceux qui pensent que ce changement de constitution au Congo se fait de façon anticonstitutionnelle, en violation flagrante des dispositions de la constitution du 20 janvier 2002 elle-même,
mais aussi en violation flagrante de l'acte constitutif de l'Union africaine et de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Mais malgré tout, on a fait ce changement. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on y est. Mais il faut que l'on sache que ce qui s'est fait n'était pas constitutionnel. Ça s'appelle au niveau de l'Union africaine un changement anticonstitutionnel de gouvernement. D'ailleurs, il y a des propos qui ont été dits par le président de la transition de la République du Guinée, le général Mamadi Doumbouya, qui disait que le putschiste, ce n'est pas seulement celui qui prend les armes pour renverser un régime. Et il dit que les putschistes les plus nombreux sont ceux qui ne sont pas condamnés, sont ceux qui tripatouillent les constitutions pour demeurer éternellement au pouvoir. Et je crois que c'est important que l'on puisse vivre ces aspects. Mais quand on revient au niveau du Congo, au-delà de ça, il faut que nous fassions quand même un certain nombre de choses. Parce que depuis quelque temps, les voix s'élèvent. Les voix s'élèvent pour pratiquement, il faut le dire franchement, appeler à la candidature du président Denis Sassou Nguesso en 2026. Il vous souviendra que lors des élections législatives de 2022, un cacique du pouvoir a pris la parole et a dit clairement, publiquement, que dans tous les cas, tant que nous n'avons pas fini de développer ce pays, on ne laissera Tokotika péter, Tokotika péter. Et donc, tant qu'on n'a pas fini Tokotika péter, tant qu'on n'a pas fini Tokotika péter. En fait, c'était un appel à une espèce de présidence à vie. C'est également un message qui était passé pour dire qu'on ne perd pas une élection qu'on organise. Ça veut dire aussi, sous d'autres termes, que la plupart des élections qui sont organisées dans notre pays sont des élections qu'on pourrait considérer comme truquées. Et c'est d'ailleurs la pensée de la plupart des acteurs politiques, etc. Et ça s'était passé comme inaperçu, mais on ne s'était pas rendu compte que c'était en fait en préparation d'un certain nombre de choses qui étaient en train de se faire. Mais un peu plus tard, notamment en janvier 2024, nous avons suivi le message du Premier ministre Anatole Koulibaly Makosso. Il disait ceci en s'adressant au président de la République et à la première dame. Vos compatriotes vous renouvellent leurs vœux de fidélité en nourrissant une conviction profonde, une foi inaltérable de vous voir continuer d'endosser la veste d'homme providentiel pour le Congo. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous espérons vous voir continuer aussi longtemps que l'Éternel vous garantira santé et longévité de conduire notre nation vers les rivages du développement et du bien-être. Naviguons avec assurance sur les eaux tranquilles de la paix que vous avez instaurées, restaurées et consolidées. En fait, en souvenir, pour rappel aux Congolais, Koulibaly Makosso s'était déjà exprimé sur une chaîne de télévision en France en disant que lui, il travaillait pour que le président Denis Sassou Nguesso se représente en 2026. Mais nous allons y revenir, parce qu'en fait, c'est comme une espèce de volonté d'instaurer une présidence à vie, un rejet, sinon un refus de l'alternance démocratique. Mais c'est à nous de tirer les conséquences et de voir ce qui pourrait être retenu, ce qui pourrait être vu. C'est aux Congolais d'assumer ce qu'il faut faire. Maintenant, un peu plus tard, notamment au cours de ce mois de mai 2024, le mois dernier, nous avons vu au niveau du district dont je suis originaire, le district de Lekana, des cérémonies qui ont été faites pour remettre des présents au président de la République, semble-t-il, pour le remercier pour avoir tenu sa parole dans le cadre du projet de l'électrification du Congo. Et là aussi, j'ai transcrit un message qui a été lu par le chef de district de Lekana, qui disait exactement ceci. C'est une façon pour les notables de Lekana de dire que le président de la République doit encore rester
rester longtemps au pouvoir parce qu'effectivement, il mérite encore du peuple congolais. Et avec lui, il y a l'espoir. Avec lui, on peut s'attendre à beaucoup de choses parce qu'effectivement, c'est l'ordre des actions concrètes. Avant d'aller esquisser la vision, sinon la réplique du président Denis Sassou Nguesso lui-même, je tiens à dire, s'agissant de l'ECANA, c'est vrai que la parole a été certainement respectée pour l'électrification, parce que ça faisait la deuxième pose de pierre pour l'électrification dans le district de l'ECANA. Mais je dois dire et rappeler aux gouvernants, rappeler aux populations de l'ECANA qu'en juin 2007, il y a eu la pose à Ngo de la pierre pour la réhabilitation de la route Ngo-Djambala-Lekana, longue de près de 125 km. Ce projet, qui avait bénéficié d'un marché, semble-t-il, par Socofran en 2007, a finalement été intégré comme projet de la municipalisation accélérée des plateaux. Mais finalement, 17 ans après, cette route n'est toujours pas arrivée à Lekana. Et il faut s'interroger. Je prends un autre exemple. C'est la municipalisation au niveau des plateaux qui, semble-t-il, aurait été évaluée à près de 438 milliards de francs CFA. À ma connaissance, aucun projet n'a été achevé au niveau du district de Lekana. Et je souhaite que les populations intériorisent ça. Et j'ai déploré le fait que, malgré tout, elles n'ont pas fait ce rappel. Mais ce rappel mérite d'être fait. Parce qu'à chaque fois, les marchés ont été conclus. Et à chaque fois, l'argent qui est sorti du Trésor n'a pas permis l'exécution des travaux. Malheureusement, d'après ce que je sais, personne n'a été puni, personne n'a été sanctionné. Et c'est véritablement dommage. Mais, toujours en contexte avec ça, avec ce sujet, je reviens à la déclaration que j'ai appréciée du président Denis Sassou Nguesso, qui est une déclaration forte, à mon avis, qui doit être retenue, qui doit être importante pour l'élection présidentielle de 2026. En fait, il a déclaré quoi? Il a déclaré en réplique au message de M. Anatole Colonel Makosso, il a déclaré ce qui suit. C'est à l'heure du bilan que le peuple nous attend. Car seule la bonne performance permet d'aller à la conquête de la confiance du peuple. Je crois que ce qui est dit là est véritablement clair. C'est synthétique. Et ça permet de dire que tout repose sur le bilan. Donc, lorsqu'on parle de 2026, lorsqu'on parle de la volonté de représenter, que n'importe qui se présente pour la personne qui a géré, la personnalité qui a géré le pouvoir, il y a une question extrêmement importante, c'est l'heure du bilan. Mais avant de me pencher sur le bilan, je vais aborder un aspect, c'est les rappels historiques. Du point de vue des rappels historiques, je dois dire ceci. Le président, l'abbé Fulbert a mis 4 ans au pouvoir, de 1959 à 1960. Il faut que nous le sachions. Le président Alphonse Massamba Deba a mis 5 ans au pouvoir, de 1963 à 1968. Le président Marien Ngouabi a mis 8 ans au pouvoir, pratiquement, de 1969 à 1977. Le président Jacques Jachin Yombi Opango a mis 2 ans au pouvoir. Le président Denis Sassou Nguesso a d'abord mis pratiquement 13 ans au pouvoir, de 1979 à 1990. Après, il y a eu l'interruption par le président Lissouba d'un mandat de 5 ans, de 1992 à 1997. Et en 1997, nous avons vécu le retour du président Denis Sassou Nguesso. Et depuis lors, c'est lui qui est toujours en poste, c'est-à-dire depuis plus de 27 ans. Ça veut dire que lorsque je décompose les 64 ans de cette période, vous avez le président Sassou qui aura mis près de 40 ans au pouvoir. C'est-à-dire qu'il a mis 10 fois le temps que le président l'abbé Fulbert a mis. Il a mis 8 fois le temps que les présidents Massamba Deba et Pascal Elissou ont le temps que le président Marien Ngouabi a mis. La question, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on parlera toujours des projets inachevés, d'une volonté
là et on aura le mon avis. La question qui se pose aux Congolais, c'est celle de savoir, pas pour des débats personnels, mais la question est de savoir quelle doit être la durée d'un mandat au niveau du Congo. Et pendant combien de temps, combien de mandats peuvent être accordés à un Congolais s'il est élu président de la République, quel que soit le bilan. Question fondamentale, parce qu'il faut que nous réalisons que dans la démarche qui est la nôtre, l'alternance démocratique est extrêmement importante. Maintenant, après avoir fait le point au niveau du Congo, il est bon de jeter un regard sur ce qui se passe dans les autres pays. Vous avez, par exemple, au niveau des États-Unis, je pars comme référence en 1979 parce que c'est au cours de cette année que le président Sassou a accédé au pouvoir. Si je prends les États-Unis, ben, il y a eu 8 personnalités qui ont exécuté ou qui ont exercé 12 mandats. Je peux citer, il y a eu le président Jimmy Carter qui a exercé un mandat. Il y a eu le président Donald Reagan qui en a exercé 2. Il y a eu le président George Bush, père, qui en a exercé 1. Il y a eu Bill Clinton qui en a exercé 2. Après Bill Clinton, on a eu George Bush qui en a exercé 2. Il y a eu Barack Obama qui en a exercé 2. Il y a eu Donald Trump qui en a exercé 1. Et présentement, c'est Joe Biden qui est en train d'exécuter un mandat. Donc, pendant cette période où pratiquement l'essentiel de notre pays a été dirigé par le président Sassou, aux États-Unis, on aura eu 8 personnalités qui ont exercé 12 mandats. Nous pouvons jeter un regard également du côté de la France. Du côté de la France, nous pouvons regarder et dire que pendant cette période, il y a eu pratiquement 6 personnalités qui ont exercé 8 mandats. Des personnalités, je crois que pour ceux qui ne savent pas, il y a eu le président Giscard d'Estaing qui a fait un mandat, il y a eu le président François Mitterrand qui en a fait 2, il y a eu le président Jacques Chirac qui en a fait 2, il y a eu le président Nicolas Sarkozy qui en a fait 1, il y a eu le président François Hollande qui en a fait 1, et présentement, c'est le président Emmanuel Macron qui est en train d'exercer. Donc, vous voyez, pendant cette période. Maintenant, si nous faisons un tour en Afrique, évidemment en tenant compte des spécificités des différents pays, nous pouvons dire qu'au Sénégal, le Sénégal qui apparaît comme un modèle pour certains de la démocratie, un modèle de stabilité, on peut constater que le président Léopold Sédar Senghor aura mis pratiquement 20 ans au pouvoir. Il aura pratiquement mis 20 ans au pouvoir de 1960 à 1980. Et après, le président Abdou Diouf aura mis pratiquement 19 ans en France, pratiquement de 1981 à 2000. Et après, on a le président Abdoulaye Wade qui est resté de 2000 à 2012 et le président Macky Sall qui est resté de 2012 à 2024. Et maintenant, nous avons la venue du président Bassirou Diomaye Faye. Donc, nous avons ce tableau qui se caractérise par on pourrait dire une certaine alternance. Et quand on prend ces cas, on n'a pas un cas d'une personnalité qui est restée 40 ans au pouvoir. Je crois que dans l'état actuel des choses aux États-Unis, c'est inimaginable. Je ne sais pas si en France c'est pensable. Et il faut que nous regardions et que nous, surtout assez souvent, le constat qui est fait au niveau de l'Afrique, c'est que c'est l'Afrique centrale qui a les dirigeants qui ont la plus grande longévité au pouvoir. Mais malheureusement, les constats faits, les bilans faits, avant que nous rentrons dans le bilan font que malheureusement, les populations croupissent dans une misère indescriptible, une misère inacceptable, une misère intolérable, en dépit d'énormes richesses et potentialités dont sont dotés ces pays. Mais malheureusement, nous allons avancer dans notre cas. Maintenant, pour avancer, nous allons essayer d'aborder le bilan. Le bilan sera fait probablement à l'occasion de l'élection présidentielle de 2026. Les débats seront certainement organisés, mais je tiens à revenir sur un aspect où je dis que le changement de constitution
qui s'est opéré en 2015, pour moi, l'a été de façon anticonstitutionnelle, en violation flagrante des dispositions de la Constitution du 20 janvier 2002 et en violation de l'acte constitutif de l'Union. Tout changement anticonstitutionnel du gouvernement. Et de même que ça a été en violation de la Charte africaine, de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui pense que tout amendement, toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte à l'alternance démocratique est un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions. Je crois que nous avons suivi ce débat lorsqu'il y a eu des débats au sein de la CAC s'agissant de la situation du Gabon. Et le Gabon était surpris de constater que les pays qui étaient pratiquement dans la situation de changement anticonstitutionnel de gouvernement lui faisaient le reproche et demandaient qu'il y ait le retour dans les brefs délais à l'ordre constitutionnel. Ce qui veut dire que ça aurait pu également s'appliquer à ces pays, etc. Mais au-delà de ça, nous pouvons jeter un regard sur le bilan et en dire quelques mots. Nous n'allons pas aborder tous les aspects parce que c'est extrêmement préoccupant. Nous tenons à rappeler à ce propos qu'en mars 2023, le président Denis Sassou Nguesso lui-même a fait de façon claire et nette le bilan par une phrase simple. Le verre est dans le fond. Il nous faut le détruire, pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans toutes les sections. Il n'y a aucune réaction dans les différentes institutions de la République. Ce qu'il faut noter. Mais en réalité, ce qui a été dit, en d'autres termes, se dit de la manière suivante. Le pays va mal, très mal. Et on peut continuer également à le dire autrement. On reconnaît que le pouvoir du Parti congolais du travail, le parti au pouvoir, a lamentablement échoué. Et parmi les aspects qui illustrent cet échec, nous avons la souffrance des Congolais. Jamais ils n'ont tant souffert, en dépit d'énormes richesses qui ont été engrangées par le budget de l'État. Regardez la situation des retraités avec 40 mois d'arriérés de pension, avec des pensions qui ne sont pas alignées à l'indice 300, avec toute une série de problèmes que nous, les arriérés, les arrérages. Regardons la situation des étudiants, avec près de 3 ans d'arriérés de bourse. Et aujourd'hui, on constate que dans plusieurs structures de l'État, il y a des difficultés de paiement, ne serait-ce que des salaires, sans parler du fonctionnement, surtout du fonctionnement des services sociaux. Ça veut dire quoi? Il y a véritablement un problème de cessation de paiement et c'est extrêmement grave. Alors que le pétrole, qui est notre ressource principale d'alimentation du budget, se trouve à un niveau exorbitant où on ne devrait pas avoir des problèmes de ce genre. L'autre caractéristique qui montre que les populations souffrent et que le bilan est fortement négatif. Comment comprendre que 64 ans après l'indépendance, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est très grave. C'est très grave. L'eau, c'est la vie. Et à partir du moment où un pouvoir n'a pas pu prendre les dispositions pour donner de l'eau à ces populations, mais il a lamentablement échoué. À ça, j'ajouterai l'insécurité. J'ajouterai l'insécurité. Mais on peut aborder d'autres aspects. Où en sommes-nous avec la lutte contre la corruption? Aujourd'hui, il y a un problème qui défraie la chronique, c'est les terres. On est en train de nous embrouiller avec le problème des terres. Alors qu'on devrait se préoccuper d'un problème. C'est la lutte contre la corruption, pour laquelle le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique, avec un indice de perception de la corruption médiocre de 22 sur 100.
Et les dossiers sont tellement nombreux. Sont tellement nombreux. Mais le pouvoir actuel a choisi de protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers, protégeant ainsi ceux qui se sont enrichis de façon illicite. Et les dossiers sont connus. Avant, on discutait sur les biens mal acquis, etc. Mais aujourd'hui, les Congolais savent. Prenons le dossier des 14 000 milliards. Prenons le dossier Figaro. Prenons le dossier des 6 Congolais qui détiennent 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Prenons le dossier des malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture. Prenons les détournements de 9 milliards à la crève. Que de scandales. Que de scandales. Comment comprendre alors qu'un gouvernement qui prétend aimer son peuple, qui a choisi d'exécuter un projet qui s'appelle Ensemble, poursuivons la marche, entendu, la marche vers le développement. Comment peut-il tolérer la corruption, faire souffrir la population? C'est vraiment inimaginable. Vraiment inimaginable. Et le faisant, il a choisi de plonger les Congolais dans la misère. Peut-on être insensible? Et devant une telle situation, lorsqu'on leur fait des propositions de réduction du train de vie de l'État, ça ne les intéresse pas. Les ministres gagnent ce qu'ils gagnent. On demande même de réduire les effectifs des institutions. Non, ça ne les intéresse pas. Et ils peuvent vivre comme ils veulent. On se rappelle d'ailleurs d'un slogan qui avait été lancé dans le temps du parti unique par le président Denis Sassou Nguesso, à savoir, on serre la ceinture ici, il ne faut pas qu'il y ait gaspillage là. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce qui se produit. Mais enfin, il y a d'autres aspects. La mauvaise répartition de la richesse nationale. L'endettement insoutenable qui a fait qu'on a sacrifié des générations entières. Le chômage des jeunes. Ces jeunes qui ne savent même plus à quel sein se vouer. Si on parle de l'indice de la démocratie, le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Peut-on oublier de parler de la baisse du pouvoir d'achat? Peut-on oublier de parler de la situation dans laquelle se trouve notre système éducatif? Peut-on oublier de parler de la situation dans laquelle se trouve notre système sanitaire? Bref, ça ne va pas du tout. Le bilan est véritablement négatif. D'autres aspects peuvent être évoqués. Et moi, j'insiste sur deux aspects sur lesquels je vais revenir. Le premier aspect, on a changé la Constitution. Mais pourquoi ne la respecte-t-on pas? Et je l'ai dit et redit à plusieurs reprises. Même si cela me vaut des ennuis, soi-disant, des visées d'arrestation, etc. Je l'ai dit et je le redis. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Il n'a jamais déclaré son patrimoine depuis 2002. Et je peux, sans risque de me tromper, dire que depuis 2002, le président de la République n'a pas respecté, excusez-moi, la tautologie, n'a pas respecté le serment qu'il a prêté et respecté, était de faire respecter la Constitution. Et présentement, le président de la République est président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute autre responsabilité dans un parti politique. Je me pose la question pour ceux qui souhaitent que le président Denis Sassou Nguesso soit candidat en 2026. S'y présentera-t-il dans ces situations de violation de la Constitution? S'y présentera-t-il en étant en même temps président de la République et président du Parti congolais du travail? Et j'enchaîne en disant, parlant du Parti congolais du travail.
il n'est pas en conformité avec la loi. Le grand et glorieux parti, le Parti congolais du travail, qui gagne toutes les élections, n'est pas en conformité avec la loi depuis 2002. Ça veut dire que si on faisait respecter les principes et les règles de l'état de droit, ce parti n'aurait pas dû se présenter aux différentes élections. Il aurait dû d'ailleurs, il aurait dû être sanctionné par rapport à l'article 31 de la loi sur les partis. Article qui dit clairement qu'en cas de violation des lois de la République ou de troubles à l'ordre public, le ministre de l'administration du territoire suspend. Donc le Parti congolais du travail aurait dû être suspendu. Il ne l'est pas. Pourquoi? Et il ne l'est pas, tout simplement. Parce que le président de la République est président du Parti congolais du travail. Et ensuite, parce que le ministre de l'Intérieur est en même temps membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Il se retrouve dans une situation où il est coincé. Mais maintenant, les Congolais le savent. Il faut bien que les choses soient bien réglées. Parce que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et ils ont droit tous à la protection de l'État. Voilà donc, de façon sommaire, dresser le bilan. Mais ce bilan, il est bien connu des Congolais. Ils le savent. Maintenant, lorsque nous disions avant que le pays va mal, etc., il y en avait qui pensaient que c'est l'opposition radicale, tout ça. Mais aujourd'hui, chacun le sent dans sa chair. Avec une justice à deux vitesses, qui s'acharne beaucoup sur les opposants et qui se laisse libre sans être inquiété les principaux responsables, sinon les responsables des grands scandales économiques et juridiques. Voilà, chers téléspectateurs, le tour d'horizon que je voulais faire. Le tour d'horizon que je voulais faire. Maintenant, avant de m'avancer vers la conclusion, je vais faire un commentaire sur ce qui se fait, ce qui se dit sur la cession ou la vente des terres. Je dois dire, je profite juste de la petite occasion, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, puisque j'ai fait suffisamment d'émissions là-dessus. Je déplore la démarche que le gouvernement a entreprise. S'agissant de la vente ou de la cession des terres, on leur a dit, et ils ne s'expriment pas là-dessus. Le 27 juillet, l'ambassadeur du Rwanda au Congo a rencontré le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, pour lui demander les actes fonciers des terres que le gouvernement congolais avait donnés à l'État rwandais dans le cadre de la coopération sud-sud. Ça, c'est tellement faux. Mais je n'ai pas entendu de démenti. D'ailleurs, je suis surpris que le ministre Pierre Mabiala ne s'exprime pas dessus. Je suis surpris que l'unique et grand signataire des accords avec le Rwanda, à savoir M. Félix Sassou Nguesso, n'est pas visible, parce que c'est lui, à mon avis, qui est le mieux placé pour défendre ces textes. Et j'entends les membres du gouvernement, le Premier ministre dit, il n'y a pas eu de session, il n'y a pas eu de vente. Mais pourquoi le Premier ministre n'explique pas aux Congolais qu'est-ce qui s'est passé exactement le 27 juillet entre le ministre Pierre Mabiala et l'ambassadeur rwandais? D'ailleurs, les internautes vont découvrir que l'on a mis sur les réseaux sociaux une publication du site Rwanda in Congo, site du Rwanda, etc., où on fait apparaître des éléments que j'avais abordés, qui avaient été donnés par le journal en ligne, les Échos de Brazzaville ou les autres aspects. Mais il est dit clairement plus bas, ça je l'ai découvert, que le ministre Pierre Mabiala avait pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que ces actes puissent être disponibles. Évidemment, la vérité semble toujours venir du Rwanda. Elle est contestée au Congo, mais elle est contestée de manière molle, simple. Bon, je suis heureux qu'à travers la visite du Premier ministre, il semble qu'il n'y a pas de Rwandais sur le terrain. Ce que les Congolais veulent, et le Premier ministre et son gouvernement doivent le comprendre. Après que les Congolais ont été perturbés, ils le sont jusqu'aujourd'hui, pour avoir suivi la chaîne
nationale rwandaise dans laquelle il a été déclaré que 980 km² avaient été donnés au Rwanda. Pas Mirassa qui l'a dit, c'est pas Mirassa qui a fait le montage, c'est pas Mirassa qui est de mauvaise foi. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nilidandi nous en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Mais si le ministre Thierry Mungalo, au cours d'une émission, dit mollement que c'est faux, et qu'il a rencontré le chargé d'affaires rwandais, qu'il a rencontré le chargé à la communication. Mais ça veut dire que c'est le Rwanda qui est un partenaire de mauvaise foi. S'ils peuvent faire ce monde. Si l'ambassadeur rwandais a menti, il ne peut pas mentir puisque ses propos ont été relayés par l'agence d'information d'Afrique centrale et par le journal en ligne Les Échos de Brazzaville. Alors, piment. Et j'ajoute à l'attention, puisqu'on veut donner une certaine dimension à ce débat, on a posé des questions au gouvernement qui ne trouvent pas de réponse. Pourquoi le Congo, qui a 342 000 km², dans lesquels les départements de la partie septentrionale couvrent 235 000 km², alors que les départements de la partie sud ne couvrent que 106 000 km². Comment expliquer que les sites qui devaient être occupés par les Rwandais ne se situent que dans la partie des départements de la partie sud du pays? Comment expliquer? Les Congolais ont besoin de réponses. Comment expliquer que le Rwanda, qui ne fait pas partie du top 10 des pays agricoles africains, alors qu'à côté de nous, il y a le Cameroun, avec lequel il y a même des routes qui vont maintenant au Cameroun. Comment expliquer que le Rwanda a été retenu? Est-ce que des appels et d'offres ont été faits? Bref, je ne souligne que cette parenthèse parce que l'intérêt aujourd'hui n'était pas d'aller à ce débat qui avance et les Congolais ont compris beaucoup de choses. Ils ont compris que le gouvernement de Koliné Makosso est véritablement en difficulté. Mais ils ont surtout noté que si Koliné Makosso est très vivace en ce qui concerne la défense des problèmes de cession ou de terre au Rwanda, ils sont surpris qu'en ce qui concerne la récupération des fonds qui ont été dilapidés ou volés du trésor public pour améliorer le sort des Congolais, dans des dossiers qui sont très bien connus, pour lesquels certains membres de son gouvernement sont impliqués. C'est la mollesse totale. On n'en parle pas du tout. Non, ne faisons pas ça. Les Congolais souffrent. Ils ont besoin d'en sortir. Bref, pour revenir au sujet que j'ai abordé sur l'alternance, je dirais tout simplement ceci. Lorsqu'il s'est agi du changement de la Constitution au Niger, le président de l'époque au Niger, Mahamadou Issoufou, avait déclaré quelque chose que j'ai fortement retenu. Il avait dit: je suis un démocrate dans l'âme et je n'ai pas l'arrogance de penser que je suis un homme providentiel irremplaçable. Pour dire que dans ces fonctions que nous occupons, surtout lorsque ça se fait par voie élective, personne d'entre nous n'est irremplaçable. Personne d'entre nous n'est irremplaçable. Et quand j'entends les messages faire passer, je m'excuse de le dire franchement, faire passer le président Sassou comme quelqu'un d'irremplaçable, alors qu'il est à la tête d'un parti qui est au pouvoir depuis des années, je me dis, mais diable, si on ne peut pas faire émerger dans ce parti des personnalités qui peuvent être des candidats à l'élection présidentielle, c'est très grave. Et je rappelle aux Congolais, ils ne le savent peut-être pas,
que lorsque le président Marien Ngouabi, que Dieu ait son âme, et j'ai une pensée noble et pieuse pour lui, lorsque le président Marien Ngouabi est mort en le 18 mars 1977, j'ai cru comprendre que dans la journée, on lui avait trouvé un jean continuateur. Donc, en fait, ne faisons pas ça. C'est pour ça que je dis que la démocratie a des principes. L'un des principes essentiels, c'est l'alternance démocratique. Cette alternance peut se faire, soit au sein d'un parti, elle peut se faire entre les partis. Mais lorsqu'on voit le bilan tel que je l'ai décrit, on est frappé. Et on en tire une conclusion. En fait, on n'est préoccupé que par une chose, la conservation coûte que coûte du pouvoir. Et j'en viens à une question qui se pose souvent en Afrique. Pourquoi les gouvernants ou les acteurs politiques africains ont peur de quitter le pouvoir? Et assez souvent dans les supputations, on pense que c'est essentiellement dû à des questions de pouvoir. Donc, pour revenir au parti politique, chers téléspectateurs, je vais terminer en disant, moi je milite pour la limitation des mandats. Et je pense que la Constitution de 1988, selon moi, avait bien fait de prévoir au niveau présidentiel un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Il faut que nous nous y battons, que nous nous battons pour y revenir. La présidence à vie n'est pas une bonne chose. Le culte de la personnalité n'est pas une bonne chose. Évidemment, dans les pays comme les nôtres, c'est une sœur qui l'a dit, lorsqu'on parle, quelque temps après, on cherche à vous arrêter parce que il faut s'aligner. Non, non, moi je ne suis pas de ça. Je respecte quelque chose qui a été dit clairement, à savoir qu'un parti de l'opposition, c'est un parti qui ne soutient pas l'action du gouvernement. Et chaque fois que j'aurai à relever cela, je le ferai. Et on ne va pas m'effrayer, on ne va pas créer la peur. On a créé la peur entre les Congolais. Mais on sent qu'ils commencent à en sortir, puisque les Congolais se sont réjouis de voir un chef de village à Madini dire carrément de vivre vos premiers ministres, que les populations de son village ne voulaient pas de cette affaire. Et moi, j'ai tous les chefs de l'espectateur. C'est donc sur ces mots que je reviens pour vous dire. L'alternance démocratique est importante. Le Congo doit choisir cette voie. Nous devons abandonner cette voie de recherche de présidence à vie, de recherche de conservation du pouvoir, de recherche de succession dynastique. Ce n'est pas l'intérêt du peuple, ce n'est pas l'intérêt du pays. Et l'amour de ce pays, agissant pour que nous avancions. Et je crois que dans les débats qui vont avoir lieu, s'agissant de l'élection de 2026, nous apporterons notre contribution. Et chaque fois que nous le pourrons, nous donnerons notre point de vue. Chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que je termine notre émission de ce jour, en espérant que la semaine prochaine, ça sera probablement le samedi 15, nous aurons encore une bonne émission, nous aurons un bon sujet et nous continuerons notre marche vers la recherche de la vérité, vers la recherche de la transparence, pour que tout aille mieux dans le meilleur. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous au samedi 15 mars 2024. Encore une fois, merci.